Merci beaucoup, Claude. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir d'être en Bretagne. En plus, personnellement, j'ai une attache particulière plutôt vers les Côtes d'Armor, mais en tout cas, pas de problème, je reviens quand vous voulez. Et donc aujourd'hui, j'ai la tâche de participer à ce congrès de la SFAR à Rennes dans une thématique objectif confort. Et donc, quand j'ai reçu l'intitulé de ma présentation, Bien-être en anesthésie réanimation obstétricale, je me suis dit c'est bien parce que finalement, je vais pouvoir dire ce que j'ai envie, parce qu'on tape large là. Donc j'ai voulu commencer juste par une diapositive un peu basique, on va dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est l'anesthésie réanimation en obstétrique ? Donc l'anesthésie en obstétrique, c'est de l'anesthésie, c'est-à-dire qu'on fait un peu de tout, quoi. On fait de la pathologie, du bloc opératoire, mais la particularité, c'est que souvent on aura des patientes qui ne sont pas malades, on fait beaucoup de physiologie. Et notamment, le cœur de ce métier d'anesthésiste réanimateur à la maternité, c'est de prendre en charge la douleur des femmes au cours du travail obstétrical. Et l'histoire un peu montre qu'on est vraiment rentré par cette voie quand on a mis les pieds dans la maternité en tant qu'anesthésiste, comme un petit rappel historique sur le personnage de John Bonica, qui est un des pionniers fondateur de l'aspect multidisciplinaire de la prise en charge de la douleur. C'est un anesthésiste qui était né en Sicile et puis donc qui avait émigré aux États-Unis et qui a été personnellement extrêmement marqué par son expérience à la fois en tant que soldat lors de la Seconde Guerre mondiale auprès de la souffrance de ses compagnons déjà. Donc il a été très marqué par cette expérience-là. Je ne l'ai pas marqué là, mais il était également lutteur, donc il est quasiment professionnel, donc il a été lui-même atteint de douleurs chroniques assez intenses. Et puis également, il avait eu une expérience assez traumatisante du premier accouchement de sa femme, notamment du niveau de douleur qui était extrêmement intense, et d'une near-death expérience secondaire à une anesthésie à l'éther. Et donc, de son expérience personnelle, il a tiré son enseignement et sa profession, et il s'est investi complètement. Il a été un des fondateurs, donc, à la fois de la médecine de la douleur, d'une part, et également très rapidement, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que l'anesthésie obstétricale et l'analgésie obstétricale, c'est quasiment contemporain des débuts de l'anesthésie. Et donc, il a développé quasiment immédiatement toute une philosophie de prise en charge de la douleur de l'accouchement. Et immédiatement après, et c'est le fondement également de notre métier, c'est qu'il a mis cette balance de confort avec une égalité de prise en charge de la sécurité du patient. Donc c'est un peu l'idée aujourd'hui, c'est du confort, mais dans une atmosphère de sécurité. Et je pense que c'est vraiment fondamental de toujours mettre ces deux aspects en balance. Alors la prise en charge de la douleur au cours du travail, j'ai essayé de faire une synthèse sur cette diapositive pour un peu vous présenter les problématiques actuelles. En France, pour nous, quand on dit douleur au cours du travail, on dit péridurale. Donc effectivement, on a un réflexe, et ce qui est plus efficace dans la littérature, c'est les méthodes pharmacologiques qui sont clairement dominées par l'analgésie périmédulaire. Et en anglais, c'est ce qu'on appelle finalement soulager la douleur, to relieve pain labor. Okay, et au fur et à mesure, et ça vient surtout de la philosophie anglo-saxonne de la prise en charge du travail, on développe des méthodes non pharmacologiques. Donc qui aident aussi, qui participent pleinement de la prise en charge de la douleur au cours du travail. Et leur objectif, c'est plus de soulager la douleur, mais finalement, c'est de to cope with pain, c'est-à-dire de surmonter la douleur. Et donc, on va voir que ça joue beaucoup sur la part psychologique. C'est un peu tout ce qu'on a suggéré depuis ce matin, en fait, le ressenti et le vécu de la douleur du patient. Donc en obstétrique, et puis en plus ça a été très médiatisé, ce bien-être en obstétrique, les violences obstétricales, en fait on essaye vraiment de mettre ces deux méthodes au même plan. Et notre métier actuellement, ça va être vraiment de jouer sur ces deux tableaux. Du point de vue du saignant, donc, ce qu'il ne faut jamais oublier, comme je vous ai dit, on fait de la physiologie. Donc on ne peut pas imposer des méthodes analgésiques sur des indications médicales. Dans la très grande majorité des cas, il s'agira de répondre à l'attente des parturientes. Et si par exemple la patiente ne veut pas de péridurale et qu'il n'y a pas d'indication médicale à en mettre une, on ne le fera pas. Donc il faut être en adéquation avec les attentes des femmes, c'est fondamental, dans une atmosphère bien sûr d'écoute et d'attention et de l'empathie. Et puis du côté du patient, au-delà de l'objectif de soulager leur douleur et cet objectif de confort, eh bien, les femmes, elles attendent également une sécurité des soins qu'on est habitué à leur promouvoir et également des objectifs de satisfaction maternelle.
Alors, on a de la chance en France parce qu'on dispose de données extrêmement représentatives des pratiques périnatales grâce aux enquêtes nationales périnatales qui sont subventionnées par le ministère, en fait, par Santé publique France en l'occurrence et par l'INSERM. Et donc moi, je travaille dans l'unité qui développe ces enquêtes nationales périnatales tous les 6 ans en France. Il s'agit en fait d'avoir une photographie à partir d'1 semaine de femmes qui accouchent en France. Vous voyez, c'est vraiment des données d'une qualité extrême. Et donc il s'agira de toutes les femmes qui accouchent d'un enfant avec un terme de la grossesse au-delà de 22 semaines, donc qui est normalement vivant, qui est considéré comme pouvant survivre, et avec un poids de naissance supérieur à 500 grammes. Donc grâce à ces données, on peut notamment avoir des données sur les pratiques d'anesthésie et d'analgésie en France. Et chaque année, on affine, on choisit un topic particulier. Et dans la dernière enquête nationale périnatale qui s'est passée en mars 2021, on a beaucoup insisté sur la douleur des parturientes, voix basse, césarienne et dans le postpartum. Et une particularité, mais je ne vais pas la développer aujourd'hui parce qu'en plus on n'a pas encore les données, c'est qu'on a même mis un questionnaire à 2 mois de l'accouchement avec un focus sur la santé mentale, la dépression du postpartum, mais également les douleurs chroniques à ce stade. Donc, grâce à ces enquêtes, je peux vous dire aujourd'hui qu'en France, 83% des femmes qui sont en travail bénéficient d'une analgésie périmidulaire. Donc nous, ça nous paraît d'une banalité affligeante quand je vous dis ça, mais il faut se mettre dans le contexte que, par exemple, en Angleterre, c'est 20% de femmes qui accouchent avec une péridurale. En Scandinavie, c'est pareil, on est entre 10 et 20%. Donc c'est plutôt nous qui sommes des extraterrestres à l'échelle mondiale, avec nos taux de péridurale extrêmement élevé, et même si quand on est dans ce contexte de douleur extrêmement intense, vous savez que quand on compare une douleur d'une primipare, c'est équivalent en termes d'intensité douloureuse à un arrachement de doigt. Voilà, donc je pense que... Donc ça nous paraît insensé de se dire, à de tels niveaux de douleur, pourquoi ne pas proposer la technique qui est la plus efficace. Et je vais essayer de vous démontrer que finalement, il faut recontextualiser toute cette douleur-là. Donc on a ces taux d'analgésie péridurale extrêmement élevés et également on a pu mettre en évidence que le recours aux techniques non médicamenteuses, non pharmacologiques était extrêmement élevé. On a été assez surpris. En France, donc en 2021, 1 femme sur 2 a recours à des techniques non médicamenteuses et c'est en augmentation puisqu'en 2016, il s'agissait de 35% des femmes. Alors, on a l'impression qu'on maîtrise complètement la situation, mais grâce aux données de l'ENP 2021, on s'est rendu compte qu'il y avait des progrès assez importants à faire en termes de qualité de la prise en charge analgésique, parce qu'on a relevé qu'une femme sur 5 qui accouche avec une péridurale considère que sa péridurale n'était peu ou pas assez efficace. Et quand on regarde celle qui était complètement efficace, on est quasiment à 4%. Donc il y a des femmes qui ont des péridurales qui ne marchent pas du tout. Donc là, on est dans il faut absolument qu'on arrive à modifier cette situation. En 2021, on a également on a proposé aux femmes de mesurer, de donner une intensité de leur douleur au moment de l'extraction fœtale, quelle que soit la voie d'accouchement. Et alors là, on a été atterrés de voir qu'un tiers des femmes qui accouchent avec une péridurale par voie basse ont des niveaux de douleur extrêmement sévères. Encore plus quand c'est des accouchements instrumentaux, on est à 38% avec les accouchements par forceps de femmes qui ont des EVS supérieurs à 7. Et enfin, les femmes qui accouchent par césarienne ne sont pas du tout épargnées puisque 1 sur 10 aura donc une EVS supérieure à une ENS supérieure à 7 sur 10 au moment de son accouchement. Donc clairement, il va falloir qu'on travaille la qualité de l'analgésie qu'on procure. On a un accès à la péridurale qui est universel, mais maintenant il faut vraiment qu'on s'attelle à améliorer la qualité de la prise en charge. Alors déjà en 2016, on s'était interrogé, on avait beaucoup travaillé sur la prise en charge de la douleur au cours de l'accouchement, et donc c'était Madame Jade Merer, qui est sage-femme et donc qui a fait un doctorat d'épidémiologie sur la prise en charge de la douleur au cours du travail. Et on avait exploré à partir des données donc, de l'enquête nationale périnatale de 2016. On s'était intéressé aux femmes qui n'avaient aucune analgésie, c'est-à-dire qu'elles n'avaient ni péridurale, ni méthode non pharmacologique. On s'était demandé quel était le profil de ces femmes. Est-ce que c'était un profil particulier ou est-ce qu'on pouvait identifier des éléments qu'on pouvait améliorer? Donc on a pu recueillir des données auprès de plus de 10 000 femmes qui avaient accouché en France en 2016 et on a identifié que 5% des femmes n'avaient aucune méthode analgésique au moment de l'accouchement. On avait un peu affiné notre population, c'est-à-dire qu'on a considéré que la durée du travail, on a pris que celles qui avaient une durée du travail de plus de 15 minutes pour écarter celles qui n'avaient pas eu le temps d'avoir la péridurale, par exemple.
Donc quand on a considéré qu'en 15 minutes, on pouvait tout à fait procurer une méthode analgésique à ces femmes. Donc on est autour de 5% et 3 fois plus quand il s'agit de femmes qui ne souhaitaient pas de péridurale. Ça c'est intéressant parce qu'une femme qui ne veut pas de péridurale, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas être soulagée ou surmonter, qu'on l'aide à surmonter cette douleur. Donc vous voyez, on n'était pas capable de proposer quelque chose à ces femmes, une alternative. Et puis, donc, pour essayer d'identifier des facteurs de risque qu'on pourrait modifier, on a regardé quels étaient les facteurs de risque qui étaient associés au fait d'avoir aucune analgésie au moment de l'accouchement et du travail. On a pu identifier que c'était celles qui ne suivaient pas des cours de préparation. Donc, on se rend compte que c'est en amont de l'accouchement, la qualité de l'information est fondamentale, ce qu'on appelle la littératie en santé. C'est-à-dire que les femmes qui n'ont pas l'idée qu'on peut leur procurer une méthode pour les soulager au moment de l'accouchement, finalement, elles ne vont rien demander. Donc ça, alors le problème quand on identifie des facteurs de risque qui sont liés à des caractéristiques individuelles, c'est difficile de les changer. Mais ça permet quand même d'identifier des groupes à risque où il faut être plus vigilant que pour certaines femmes. Donc ça, c'était un premier message. Et ce qui est plus embêtant, donc là, notre pratique est remise en cause, c'est qu'on a identifié un certain nombre de caractéristiques qui étaient liées à la prise en charge et à l'organisation des soins. Comme par exemple, tout bêtement, accoucher la nuit. Eh bien, les femmes qui accouchent la nuit, elles ont plus de risques de ne pas avoir d'analgésie pour leur travail que celles qui accouchent le jour. Donc là, il faut se remettre en question et voir comment l'accès aux soins est organisé. Et également, le fait d'accoucher dans des petites maternités de moins de 1500 accouchements, on a 2 fois plus de risques de ne pas avoir de méthode analgésique pour l'accouchement. Donc clairement, il faut se poser la question en termes d'organisation des soins et de l'accès à l'analgésie. Alors, on a continué notre raisonnement tout autour de l'analgésie au cours du travail, avec un deuxième travail qui s'intéressait à la satisfaction maternelle, toujours à partir de l'enquête nationale périnatale de 2016. Donc, vous voyez qu'on a des effectifs qui sont extrêmement importants. On avait une population d'études de plus de 8000 femmes qui étaient en travail avec une péridurale. Et on leur avait posé la question de la satisfaction exclusivement liée à la qualité de l'analgésie qu'elles avaient eue au moment de l'accouchement. Alors, ce n'était pas très fin, parce que quand on a des données pour 8000 femmes, on ne peut pas poser 10 questions sur leur satisfaction, mais on avait juste un critère, une variable qui était définie en 4 classes. Très satisfaite, plutôt satisfaite, peu satisfaite ou pas du tout satisfaite. Et en 2016, on considère qu'on maîtrise tellement quand même la méthode de péridurale que notre objectif, c'est que 100% des femmes soient très satisfaites avec leur analgésie péridurale. Et à nouveau, alors c'est des taux qui semblent faramineux, c'est-à-dire qu'on a 35% des femmes qui ne sont pas totalement satisfaites avec leur péridurale. Voilà. Donc il y a un problème. Et c'est pareil, on a essayé de voir s'il s'agissait de femmes qui avaient des particularités ou si c'était où il y avait un contexte particulier qui était lié à cette satisfaction incomplète. Alors, on retrouve cette idée de voir accoucher sans péridurale. Mais plus intéressant, il y avait des caractéristiques techniques de la péridurale qui étaient impliquées dans le fait d'avoir une satisfaction incomplète, et notamment le fait de ne pas avoir de mode autocontrôlé sur la péridurale. Donc c'était une analgésie de moins bonne qualité, en tout cas en termes de satisfaction maternelle. Et également un moindre recours à la rachis péricombinée. Alors la rachis péricombinée, moi c'est mon cheval de bataille, parce que, je suis une believer en tout cas, mais je ne suis pas la seule, parce qu'on en fait très très peu en France, alors que par exemple aux États-Unis ou en Belgique, j'imagine, on a un recours à cette technique qui est beaucoup plus universelle. Alors je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui que ça a un intérêt pour l'analgésie des femmes. Je vais juste donner quelques mots. Alors, la rachis péricombinée, clairement, donc la bataille classique, c'était de dire « mais je ne sais pas où est mon caté quand je fais une rachis péricombinée ». Mais finalement, l'idée de avoir un marqueur objectif par la mise en évidence du liquide céphalorachidien, eh bien, finalement, c'est un gage de bon positionnement en amont dans l'espace péridural, et puis surtout d'être médian dans l'axe, parce que une des pires, probablement, parmi les femmes qui ont accouché dans cette salle, une des pires situations qui puisse exister, c'est la périlatéralisée, parce qu'en fait, c'est comme si on n'avait pas de péridurale, globalement. Donc voilà, ça c'est bien démontré qu'avec la rachis péri, on a quand même moins de péridurale latéralisée. Et puis il y a d'autres paramètres qui sont clairement démontrés, ça on le sait tous, et d'ailleurs c'est pour ça que habituellement on réserve la technique de rachis péricombinée aux femmes qui ont un travail très rapide ou qui sont très hyperalgiques, parce qu'en fait, comme on injecte en intratécal, le délai d'action est beaucoup plus court qu'avec une péridurale classique. En général, on est soulagé en 5 minutes au lieu de 20. Donc ça, les méta-analyses montrent bien qu'il y a un bénéfice,
un délai d'analgésie significativement raccourci avec l'arachis péricombinée. Et puis, ça diminue les interventions extérieures, c'est-à-dire qu'on va le voir ensemble ensuite, c'est quand on a un breakthrough, quoi, une douleur qui réapparaît sous péridurale. On a besoin d'intervenir, notamment en termes de ressources humaines. Eh bien, le fait de faire une rachis péridurale combinée, ça diminue la probabilité de réintervenir au cours du travail. Et notamment, ça passe par le biais d'une meilleure gestion des douleurs qui sont d'origine sacrée. Donc des bénéfices qui sont clairement démontrés, par contre pas de bénéfices en termes d'outcome obstétricaux, c'est-à-dire qu'on ne fait pas moins de forceps, de césarienne, etc. Et c'est pour ça que finalement, c'est moins mis en avant. Alors j'ai retrouvé, on a pu faire des petites analyses régionales, parce qu'on va parler de la Bretagne, et donc maintenant, ce qui concerne, je vous dis que le mode autocontrôlé était particulièrement pertinent en termes de satisfaction maternelle pour l'analgésie. Donc, vous êtes très, très, très bons, les premiers en termes d'utilisation de ce dispositif autocontrôlé, avec un taux autour de 76% des maternités en Bretagne qui sont équipées en mode autocontrôlé. Donc très bien, mais on va voir que vous n'êtes pas hyper bon sur tous les sujets. On va voir après. Alors ces modes autocontrôlés, effectivement, c'est pareil, hein, la littérature est très en faveur. Et puis là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas du tout de débat. En tout cas, quand on compare avec l'administration continue, il y a une tachyphylaxie, il y a des bénéfices vraiment réels en termes de qualité de l'analgésie avec les modes autocontrôlés, c'est-à-dire en PCEA ou en PIEB maintenant, sur la qualité de l'analgésie du travail. Donc, par exemple, avec une diminution, dans une méta-analyse qui est assez récente de 2020, du BJA, avec donc une diminution des scores de douleur sur les 4 premières heures, et puis également une diminution significative de ces reprises douloureuses dont je vous parlais. Donc, on a moins 40%. Moins souvent de réintervention, et ça, on voit que c'est quand même coûteux en ressources humaines, notamment. Alors, effectivement, ces reprises algiques au cours du travail, c'est une vraie problématique. Alors, quand on travaille en maternité, on sait très bien que ce n'est pas uniquement lié à la qualité de la péridurale, c'est aussi lié aux caractéristiques de la femme et surtout, en fait, du travail. C'est-à-dire quand il y a une dystocie... Une dystocie travail, c'est-à-dire quand la configuration entre l'enfant et la mère, finalement, est plus algique que d'autres. Le siège, par exemple, ou la macrosomie, les gémellaires, voilà, on a plus de mal à soulager ces femmes-là. Donc ça, c'est pas notre faute, on va dire. Mais clairement aussi, il y a des caractéristiques de la péridurale qui sont aussi impliquées dans le fait d'avoir des reprises algiques au cours du travail, comme par exemple, comme je vous disais, une péridurale par rapport à une rachis péricombinée. Alors, juste une petite recette de cuisine aussi, parce qu'il faut bien de temps en temps, et puis c'est assez efficace, parce que justement, sur les méthodes pour lutter contre ces reprises algiques au cours du travail, eh bien, donc, on a une approche technique par technique, mais il n'y a pas d'approche dans la globalité. Et donc, il n'y a pas de recommandation nationale ou internationale sur comment gérer. Alors, excusez-moi, c'est illisible, mais c'est pas grave, c'est juste pour donner une idée. Il n'y a pas de recommandation sur la nécessité d'avoir des moyens un peu standardisés. Donc là, c'est le protocole de la maternité Armand-Trousseau où je travaille. Alors, moi, dans ma maternité, il y a des infirmiers anesthésistes qui sont dédiés à la salle de travail. Et je pense que c'est un élément qui est fondamental sur la qualité de l'analgésie qu'on peut procurer. Pourquoi ? Notamment par l'utilisation de cet outil. Donc les IAD, ils sont sur toutes les péridurales avec les internes. Et surtout, ils vont réévaluer systématiquement déjà 20 minutes après la pause de la péri, et puis tout au long du travail. Quand ils changent, etc., toutes les heures, toutes les 2 heures, ils font un tour et ils vont voir spontanément les femmes et les interroger sur la qualité de leur péridurale. Et comme j'ai essayé de vous le démontrer un peu au début de cette présentation, c'est vrai qu'en plus, les femmes, elles ne vont pas spontanément forcément exprimer une douleur. Et donc, ça peut être... Je pense que c'est vraiment un progrès d'essayer d'aller de l'avant et de les interroger systématiquement, parce que parfois, elles pensent que c'est normal d'avoir mal ou que ça marche que d'un côté. Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser ce type d'algorithme après une analyse sémiologique en fait, de la douleur qui est mise en évidence au cours du travail, parce que ça peut être plein de formats différents, ça peut être une insuffisance d'analgésie, des douleurs sacrées, une latéralisation, etc., ou des signes sous-duraux. Et donc, on a travaillé sur cette configuration. On a proposé donc des interventions différentes avec des adjuvants, de la clonidine ou des réinjections, suivant le tableau clinique, et qui peut être fait par les infirmiers anesthésistes sans problème. Ce qui est hyper important, par contre, c'est de dire qu'au bout d'une intervention, si ça ne fonctionne pas, il faut en parler avec le médecin anesthésiste réanimateur, parce que très probablement, ces taux élevés d'insatisfaction et de qualité d'analgésie qui sont insuffisantes, que je vous montre à l'échelle nationale,
c'est dans 99% des cas des péridurales qui auraient dû être reposées et qui ne l'ont pas été. Donc on voit clairement, par exemple quand on regarde les femmes qui ont une césarienne sous anesthésie générale pour des insuffisances d'anesthésie péridurale, clairement on voit que c'est des femmes, ça fait 2 heures qu'on réinjecte plein de trucs dans la péri et qu'on aurait dû reposer bien avant ces péridurales. Donc utiliser ces algorithmes-là avec une case à la fin qui dit qu'au bout de 2 interventions, si ça ne marche pas, il faut la reposer, pour limiter donc les délais. Alors, donc l'analgésie périmédulaire imparfaite, elle fait partie finalement pour éviter cette situation, pour évoluer vers un bien-être des femmes. On voit donc ça peut être une sémiologie qui est extrêmement variée, qui peut être multifactorielle, mais ce qui est hyper important, c'est de voir que l'organisation des soins qu'on procure, elle est clairement grandement impliquée dans cette qualité de l'analgésie. Donc il faut vraiment lutter contre les écarts aux bonnes pratiques. Il faut les prévenir, notamment donc, par un passage systématique, une organisation qui est ad hoc pour pouvoir promouvoir la meilleure qualité de péri possible. Il faut croire les patientes aussi, parce qu'il y en a un certain nombre qui racontent qu'en fait, on ne les écoute pas. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Et puis, du fait qu'il n'y ait pas de recommandations, je pense qu'il y a vraiment la place. Enfin, je vous encourage vivement à mettre en place des protocoles, et notamment d'algorithmes sur les douleurs au cours du travail. Un petit mot pour terminer sur les méthodes non pharmacologiques, parce qu'on a vu que maintenant c'était un recours qui était utilisé par la moitié des femmes en France. Alors de quoi on parle si on ne parle pas de péridurale, quand on parle d'analgésie du travail, en fait il y a plein de méthodes. Ce n'est pas forcément nous qui sommes d'ailleurs acteurs de ces méthodes-là. Les sages-femmes sont extrêmement impliquées, c'est pour ça que vous avez vu que ça peut être même des sages-femmes doctorantes qui travaillent sur ce sujet. Donc, en fait, on parle de ballon, de posture, d'accompagnement. Vous allez voir que ça, c'est une méthode qui est très intéressante. Et l'hypnose, bien sûr, je vous en ai touché quelques mots. Et donc, l'idée, c'est de surmonter la douleur et non pas de la soulager, parce que ça fait partie de l'attente des femmes, et finalement, ça fait partie de leur bien-être et de leur satisfaction, de les aider à surmonter cette douleur et cette épreuve. Alors, elles sont toutes normalement non invasives, et le problème, c'est qu'elles ont toutes une particularité, c'est que leur efficacité est beaucoup moins bien documentée, évidemment, que l'analgésie péridurale. Et puis, la qualité des études peut être discutable. Notamment, le problème, c'est que c'est impossible quasiment de faire des études en double aveugle quand on explore ces méthodes. Alors, on s'est interrogé tout simplement sur combien de femmes utilisaient les méthodes non pharmacologiques au cours du travail et puis quels étaient les déterminants du recours à ces méthodes en France, donc toujours grâce aux enquêtes nationales périnatales de 2016. Et comme je vous le disais au début de la présentation, en fait, on est extrêmement étonné de voir qu'en France, un tiers des femmes, enfin là c'était en 2016, maintenant on est à 50%, mais on avait un tiers des femmes qui avaient recours à des méthodes non pharmacologiques, alors qu'on imagine qu'en fait on met une péri et puis que c'est réglé. Eh bien non, un tiers des femmes utilisent des méthodes non pharmacologiques. Donc, et ce qui est très intéressant, et c'est ça finalement qu'il faut intégrer, c'est que dans la majorité des cas, on va combiner les deux. On combine la péri avec d'autres méthodes non pharmacologiques, notamment de l'accompagnement ou de l'hypnose, et ce n'est pas du tout antagoniste, ce n'est pas une alternative. L'évolution, c'est de combiner les deux. Et également, je pense qu'il faut qu'on évolue, par exemple, dans les médias, on parle toujours d'accouchement physiologique sans péridurale, mais dans l'excès inverse, il va falloir intégrer cette péridurale dans un accouchement physiologique également, parce que finalement, ce n'est pas une intervention comme une épisiotomie, etc. Oui. Alors, on a regardé un peu quels étaient les déterminants qui étaient liés à une analgésie non pharmacologique, qu'elle soit combinée ou pas avec la péridurale. Alors effectivement, là, on a des caractéristiques individuelles qui sont assez fortes. On voit bien quel profil de femmes on va toucher. Donc ça va être des femmes qui ont à un niveau d'éducation élevé, qui souhaitent accoucher sans péridurale, mais qui accouchent dans des maternités publiques. Et par contre, plus intéressant, donc là c'est un peu une niche, mais bon, celles qui ont eu une analgésie pharmacologique seule, donc souvent c'est femmes multipares, mais ça c'est clairement démontré qu'un travail de multipare est beaucoup moins douloureux et plus court dans le temps que celle des nullipares. Donc on n'est pas étonné par ce résultat. Mais plus embêtant, on voit bien que l'organisation des soins à nouveau, et notamment l'organisation des soins anesthésiques, est impliquée dans la mise en place de ces méthodes non pharmacologiques, comme le fait que l'anesthésiste ne soit pas dédié à la maternité. Donc voilà, probablement qu'elles ont moins recours à la péridurale dans ce contexte-là. Et également, il faut que la charge de travail des sages-femmes soit plus faible. Donc on voit bien qu'il y a quand même des méthodes à mettre en place pour pouvoir proposer ce type de prise en charge aux femmes et que tout passe par l'organisation des soins.
la Bretagne, donc, sur, sur les méthodes non pharmacologiques. Alors là, excusez-moi, mais vous êtes en rouge. Il va falloir un tout petit peu bosser, même si vous avez émergence. Mais c'est une des régions en France, donc on a moins de recours, enfin, où les femmes, en tout cas, ont moins de recours à l'analgésie non pharmacologique. En 2016, on est à 20%. Je vous donnerai les résultats de 2021, si vous voulez, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Donc c'est vrai que vous êtes au top de la pointe avec l'autocontrôlé, mais donc voilà, peut-être essayer d'augmenter, d'appliquer donc cette analgésie non pharmaco. Alors juste deux petits aspects pour l'analgésie non pharmacologique pour savoir de quoi on parle. Moi, quand j'avais découvert cette littérature sur l'accompagnement continu, j'avais été assez épatée en fait par la technique parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un truc de grand-mère entre guillemets quoi. Eh bien non, en fait, la technique d'accompagnement continu au cours du travail, ce qu'on appelle le one-to-one, et c'est pour ça en fait que dans les pays anglo-saxons, ils ne font pas de la péridurale. En fait, le one-to-one, le fait d'avoir quelqu'un, une tierce personne, pas forcément une sage-femme, pas le mari en général, ni le coparent, quelqu'un dont c'est le métier en fait, d'accompagner les parturiantes, eh bien avoir avec soi une femme comme ça ou un individu qui est avec vous et qui vous soutient et qui finalement qui vous aide à vivre et à surmonter cette douleur, eh bien ça a des bénéfices extrêmement significatifs sur le déroulement de l'accouchement et du travail et de l'accouchement. Alors le seul problème quand on se dit, quand on essaye d'avoir un œil scientifique sur cette question, le problème c'est que le contenu de l'intervention est extrêmement variable d'une étude à l'autre et on ne peut pas le protocoliser. Donc c'est difficilement reproductible, on va dire, mais la littérature est assez convaincante, puisque vous voyez, même en 2017, la Cochrane a fait une méta-analyse. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas du tout quelque chose de rare. Vous voyez, il y a comme 25 essais avec plus de 15 000 femmes au total qui ont été randomisées dans ces essais d'accompagnement continu versus prise en charge standard. Donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis la doula. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion. Et donc, avec voilà, des données qui sont vraiment disponibles et qui montrent des bénéfices en termes de recours à la césarienne. C'est-à-dire qu'on fait moins de césarienne quand on a un accompagnement continu. On a moins de recours à d'autres techniques d'analgésie intrapartum, moins de péridurale, la durée du travail qui est raccourcie, et puis donc, des bénéfices psychologiques également clairement démontrés. Donc à partir de cette littérature, eh bien, l'HAS recommande, avec un grade A, un niveau de preuve extrêmement élevé, de pouvoir proposer, de proposer cet accompagnement continu, individuel et personnalisé pour les femmes qui accouchent en France. Le seul problème, c'est qu'en termes de ressources humaines, là, on n'y est pas du tout. Et voilà, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. Il n'y a plus de sage-femme en France, donc on va avoir du mal. Le deuxième aspect, c'est l'hypnose. Là, on est plus impliqué, je pense, que l'accompagnement continu. Donc, peut-être que vous avez ce matin, avec Franck Bernard, déjà pas mal de... Et puis, je me comparerai pas en termes de connaissances et d'expérience sur l'hypnose, même si je m'y suis mise aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose sur lequel on est d'accord, c'est que le contexte de la parturiente et du travail, c'est vraiment un contexte qui est très favorable à l'application de l'hypnose, et en particulier où est beaucoup développée l'auto-hypnose, parce que c'est vrai que quand on est au bloc opératoire, sur une intervention qui peut durer 1 à 2 heures, on peut se permettre de faire de l'hypnose au patient pendant 2 heures, mais si la femme accouche et que le travail dure 12 heures, ça va être extrêmement compliqué de rester auprès d'elle pendant toute la durée du travail, surtout si à côté il y a d'autres trucs à faire. Donc effectivement, c'est une des méthodes d'hypnose qui est tout à fait adaptée, ce contexte d'auto-hypnose, et donc il y a également une littérature intéressante sur le sujet. Sur l'auto-hypnose. Donc, par exemple, cet essai randomisé contrôlé qui a été publié en 2015 dans le BJOG, 680 nullipares, avec 2 groupes de comparaison, auto-hypnose avec 2 séances en antépartum de 90 minutes, et un petit CD à écouter tous les jours, parce que finalement, c'est un peu ça le secret, c'est qu'en fait, il faut beaucoup s'entraîner en hypnose, en antépartum, versus une prise en charge standardisée. Et là, c'est pas comme l'accompagnement continu, on est un peu déçu, mais probablement que parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans la granularité des outcomes, et c'est pour ça qu'on ne montre pas de différence. Il n'y a pas du tout de bénéfices qui sont démontrés en termes d'issue obstétricale ou de satisfaction maternelle même. Mais par contre, on a quand même des bénéfices en termes de ressenti, en fait, le fait de surmonter cette expérience douloureuse, où on peut avoir un bénéfice démontré. Alors, plus intéressant, enfin moi, c'est ce qui m'a... je pense qui est plus intéressante dans cette approche, parce que le design d'essais randomisés contrôlés, c'est vraiment difficile d'appliquer cette méthode pour ces techniques-là et de montrer des bénéfices comme on pourrait le faire avec une intervention médicamenteuse.
Dans cette étude, ils avaient prévu de faire une analyse qualitative, donc de la recherche sociologique, avec des interviews poussées des femmes qui avaient vu ce protocole dans le groupe auto-hypnose. Et ils les ont interrogées donc, de manière très structurée et prolongée sur leur expérience, donc 8 à 12 semaines après l'accouchement, et de leur demander donc, les bénéfices qu'elles avaient pu en tirer, ou même ou inversement des risques. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont pu identifier 5 thématiques de conséquences retrouvées chez les femmes qui avaient été formées à l'auto-hypnose. Et non seulement elles rapportaient ces conséquences à la fois pour l'événement de l'accouchement, mais toutes avaient réutilisé cette expérience d'auto-hypnose dans des événements postérieurs à leur accouchement. Donc, par exemple, elles avaient acquis la capacité d'être calmes dans un environnement extrêmement stressant. Donc, elles l'ont appliqué au moment de l'accouchement, mais également après. Elles étaient passées d'un état sceptique, quand elles ne savaient pas ce que c'était, un état de believer dans la technique hypnotique, de retrouver leur espace de sécurité, de respecter leurs préférences personnelles, enfin, des bénéfices très intéressants pour leur vie aussi, en fait, de manière globale. Je voudrais souligner que plusieurs avaient rapporté, par contre, une conséquence péjorative de déception quand les soignants autour d'elles n'adhéraient pas ou avaient un jugement critique à leur pratique d'auto-hypnose. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter parce que ça peut être extrêmement mal vécu. Une Cochrane sur l'hypnose, donc 9 essais. Alors, vous voyez que donc, la grande majorité, 8 sur 9, en fait, étaient des essais qui exploraient l'auto-hypnose et pas l'hypnose qui était administrée au cours du travail parce que, en pratique, c'est vraiment compliqué si on n'est pas uniquement dédié à cette femme, et donc qui retrouve, donc vous voyez des résultats qui sont pas très convaincants, mais donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Donc juste un léger bénéfice en termes d'analgésie pharmaco et avec un niveau de preuve qui est assez faible, mais je pense qu'il faut aller voir au-delà pour les outcomes. Alors finalement, toutes ces interventions, je vous disais non pharmaco, la synthèse qu'on peut en dire, c'est qu'on a vraiment du mal à montrer une efficacité, mais même si on en est intimement convaincu, parce que probablement, c'est ce que je vous disais, la mesure des outcomes est délicate. Mais il faut quand même balancer avec le fait qu'il n'y en a aucune qui a des effets délétères. Et donc, moralité, si on veut être dans une ambiance de bien-être, finalement, ce qu'il faut, c'est répondre à la demande des femmes. Et les femmes qui souhaitent avoir recours à ces méthodes, et on pourrait même intégrer la déambulation, par exemple, même s'il n'y a pas de bénéfices qui sont démontrés, en fait, il faut être capable de répondre à leurs demandes. C'est ça, en fait, le bien-être en anesthésie. J'en terminerai avec cette diapositive. Donc, qu'est-ce que c'est le bien-être maternel ? Donc, j'ai un peu switché. L'anesthésie obstétricale, j'ai recentré sur l'analgésie pour le travail. Et bien, effectivement, notre travail, ça va être d'assurer une analgésie périmodulaire de qualité, en adéquation avec les attentes des femmes. Mais ça ne se résume pas du tout à ça. Alors, si on veut être sur un regard technique, mais bientôt on va atteindre la pointe de notre technicité en péridurale, eh bien, je pense que, par contre, il faut qu'on évolue sur le recours à la réchipérée combinée, essayer de le démocratiser. Par contre, là, j'ai vu en mode autocontrôlé, donc il n'y a pas de problème. C'est pas la peine que je répète qu'il faut recourir à cette méthode. Et tout ça, donc, avec une communication de qualité avec la perturbante, ça c'est évident, une attitude de bienveillance, et instaurer une relation de confiance. Il faut commencer à recourir de manière plus systématique aux méthodes non pharmacologiques, donc l'accompagnement continu, mais ça c'est vrai qu'on est moins impliqué. Mais par contre, dans l'hypnose, ça c'est clair. Je pense que même si je ne vous ai pas montré des bénéfices significatifs en termes scientifiques, il y a quand même une ambiance, des bénéfices qui sont plus difficiles à démontrer, mais qui sont en faveur. Donc au minimum faire de l'hypnose conversationnelle et puis donc plutôt appliquer de l'auto-hypnose chez ces femmes. Et l'idée, voilà, c'est de ne pas mettre en opposition méthodes pharmacologiques et non pharmacologiques et que l'avenir, en fait, c'est d'associer ces deux types d'analgésie. Voilà, je voulais juste vous dire parce que, en fait, vous savez, c'est une première, les sessions de l'ASFAR en région, comme on dit. Et donc, j'espère que, depuis ce matin, je crois que vous avez des topos de très bonne qualité. Donc, je vous encourage notamment à adhérer à l'ASFAR et le pack éducationnel vous permet de participer à toutes ces sessions de manière très, très large. Et je vous invite aussi à venir faire, pour ceux qui travaillent en obstétrique, nous rejoindre à Marseille pour le congrès du carreau qui aura lieu le 12 et le 13 mai 2023. Merci. Alors, merci beaucoup Marie-Pierre pour cette excellente exposé sur ce bien-être pendant le travail. Est-ce qu'il y a des questions dans... Oui.
Bonjour. Est-ce que vous faites des périrachis combinés à toutes les patientes ou est-ce que vous les réservez aux patientes hyperalgiques ou aux fins de travail? Alors, j'ai beaucoup évolué dans ma pratique. Au début, donc, quand j'ai été formée, et puis c'est un peu la tradition française, donc je réservais cette technique aux femmes qui étaient hyperalgiques ou qui avaient un travail avancé. Et puis, mais par contre, il y a un des secrets, c'est de maîtriser la technique. Parce que si on réserve cette technique juste à ces femmes-là, en fait, on ne maîtrise pas le geste et on ne le fait jamais. Parce que le jour où il faut le faire chez une gémellaire à dilatation complète sur le côté, on va se dire, c'est pas sur elle que je vais essayer. Donc, le premier secret, c'est de le faire, par exemple, pour toutes les césariennes programmées. De toute façon, pour moi, on ne peut jamais présager de la durée d'une césarienne. Voilà, même, je ne sais même pas pourquoi on fait toujours une rachie pour les césariennes, parce que en fait, l'idée avec une rachie péri, c'est qui peut le plus, peut le moins. Quand on a un cathéter, c'est un gage de sécurité, et ça, c'est le maître mot de l'obstétrique. Donc, j'ai fait évoluer mes pratiques. Donc, ce que je vous conseille, c'est déjà de maîtriser le geste, et ensuite, clairement, il n'y a rien qui s'oppose à le faire à toutes les femmes. Il y a un petit bémol qu'il faut souligner et qui n'est pas trop communiqué en général, c'est attention à l'asepsie. Parce que là, on va injecter en intratécal. Et quand on est au bloc opératoire, ils ont pris une douche bétadinée, c'est nickel, tout est propre. Mais sauf que quand on est en salle de travail, on sait bien que l'asepsie, ce n'est pas exactement la même situation. Donc si on veut faire des rachis péri-combinés, il faut être intransigeant sur l'asepsie. Mais donc moi, je dirais que j'en fais pour deux. En plus, souvent, je suis appelée en deuxième ligne sur une péridurale qui est difficile, etc. Donc c'est encore des indications où on a encore plus envie de faire des rachis péri. Donc je dirais que je fais 2 fois sur 3, je fais une rachis péri. Donc en travaillant sur l'asepsie, voilà. Donc par contre, se méfier aussi sur les rachis totales. Donc quand on refait une rachis péri chez quelqu'un qui a déjà fait une péri derrière, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de niveau, qu'elle n'ait pas marché. Il ne faut pas avoir un niveau en D10 parce que là, on va être embêté ensuite sur des niveaux élevés. Donc moi, je vous encourage à maîtriser le geste et à le pratiquer correctement. Et ensuite, vous allez être séduit par la technique. Et attention aux doses, attention aux doses aussi. D'accord, je vous remercie. Et juste une petite deuxième question avant de me lancer. Vous faites pas plus de blood patch pour des céphalées post-brèche? Sur des rachis péri? Est-ce que vous faites du coup non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est des aiguilles de 27 gauges. Et en fait, le fait de faire une ponction intratécale n'est pas... la brèche, c'est avec une 19 gauge TUOI, c'est là qu'on a... Voilà. Mais avec des 27 gauges, il ne se passe rien. Pas plus, en tout cas, que quand on... Et moins, c'est sûr qu'une brèche avec une TUOI. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Combien de temps tu te donnes pour te dire ma péri fonctionne ou ma péri ne fonctionne pas? Tu as parlé de faire 2 réévaluations. Ouais. Alors en général, sur une péri classique, on réévalue à 20 minutes en faisant un niveau. Alors ça, c'est le secret aussi, c'est pas se contenter juste d'interroger la femme, il faut faire un vrai niveau analgésique comme pour une césarienne, notamment quand elles ont des douleurs, et puis ne pas hésiter à vérifier que le cathéter n'est pas complètement sorti, parce que ça aussi, c'est du vécu classique, des réinjections répétées, ça fait 1 heure qu'elle a hyper mal, et en fait, le cathé est dans le lit, donc voilà, ça c'est des mauvaises pratiques, il faut vraiment... Donc en général, c'est 20 minutes, et puis après, sur une surveillance classique, si on revient toutes les 2 heures, par exemple, c'est déjà super bien, je pense. Voilà. Mais par contre, c'est vraiment important de... Donc c'est important, c'est ça, je crois que c'est un message important à faire passer, c'est qu'il faut placer la péridurale et revenir voir ce qui se passe. Il faut répéter, c'est un monitorage, comme en anesthésie, il faut surveiller de manière répétée nos patients. Juste pour l'intratécal aussi, ce que je voulais dire, c'est que le problème, c'est qu'on n'a que la bupie hyperbare pour faire les rachis. Et on a souvent du mal à faire monter les niveaux quand on fait une rachis péri. Donc on peut utiliser la ropivacaïne. Je sais que sur le blister, c'est marqué que c'est exclusivement pour des injections péridurales. Mais donc on a vu avec le labo, et puis dans notre pratique, en fait, on peut utiliser la ropi isobare en intratécal. Donc par exemple, vous faites 4 mg pour vos rachis péri. Et donc vous aurez une qualité d'analgésie qui est intéressante. Mais il ne faut pas juste se freiner sur les recommandations, sur ce qui est marqué sur l'étiquette. Voilà. Et sinon, si vous n'avez pas sinon ça marche aussi avec l'hyperbare, mais on est obligé parfois d'injecter un tout petit peu en péridurale pour parfaire l'analgésie, quoi.
Ah oui, un autre truc aussi, si je peux rajouter, parce que la rachipérie, par exemple, le must, c'est vous faites une rachipérie en début de travail, vous mettez que des morphiniques en intratécal, 0 bloc moteur, et vous pouvez les faire déambuler sans problème. Voilà, donc si vous voulez être le plus physiologique possible, donc ça c'est les pratiques de Cynthia Wong, par exemple, à Chicago, juste même des primipares en tout début de travail qui sont à peine dilatés, on met juste du Sufinta en intratécal, le cathéter péri. Elle marche tranquillement, puis quand elle commence à être un peu inconfortable, on utilise la péridurale. Voilà. Donc il y a plein de petits secrets encore à développer, au-delà de mettre un cathéter. Voilà, merci beaucoup. On va peut-être continuer